Bonjour et bienvenue dans la saison 1 du podcast Educare. S'arrêter, prendre du temps pour soi, retrouver l'essentiel au cœur de nos vies, tout un programme. Chaque premier lundi du mois, nous tenterons avec mon invité de vous emmener sur ce chemin. Repenser l'éducation et la relation éducative à la lumière des dernières découvertes sur le cerveau. L'enjeu est de taille, il est perçu aujourd'hui et dans le monde entier comme une nécessité absolue. Un axe de travail incontournable pour construire une société différente et vivre dans un monde plus juste, moins violent. Comment amorcer le changement et prendre soin des générations futures? Mon invité du jour va nous partager une expérience de terrain, une expérience humaine et professionnelle qui s'est enrichie au fil des années et des découvertes en neurosciences. Découvertes qui ont bouleversé ses représentations et souvent confirmé ses intuitions. Catherine Guéguin est pédiatre à la retraite, spécialisée dans le soutien à la parentalité, responsable du diplôme universitaire d'accompagnement de la parentalité. Elle est également l'auteure de plusieurs ouvrages, dont Pour une enfance heureuse, Vivre heureux avec son enfant, Heureux d'apprendre à l'école. Je suis heureuse et honorée d'accueillir pour Educare le docteur Catherine Guéguin. Bonjour docteur. Bonjour Evelyne, et moi aussi je suis très heureuse de partager ce moment avec vous. Eh bien moi je vous remercie d'avoir accepté de le partager parce que c'est une expérience qui compte et qui va compter pour nous aujourd'hui. Alors, ce qui est d'emblée questionnant, et je reprends le sous-titre d'un de vos livres, Repenser l'éducation à la lumière des dernières découvertes sur le cerveau, c'est la place que vous donnez au cerveau dans la relation éducative. Mais que vient faire le cerveau dans cette relation ? Nous avons peut-être envie d'en rester à son champ d'action habituel et connu, le lien avec les connaissances, l'apprentissage, la motivation. En quoi ces découvertes scientifiques sur le cerveau peuvent-elles transformer l'éducation ? Alors, moi ce que je voudrais dire d'emblée, c'est que en fait, quand on interroge les personnes chargées d'éducation, que ce soit des professionnels ou des parents, eh bien, ils savent tous au fond d'eux ce qu'il faudrait faire. Donc, finalement, on sait tous ce qu'il faudrait faire. Mais il y a plein de fausses croyances qui nous empêchent en fait de savoir réellement ce qu'il faudrait faire. Et moi, j'ai été éblouie, bouleversée quand j'ai commencé à sortir ces nouvelles recherches, de voir que tout ce qu'on savait tous intuitivement était confirmé par la science. Donc, il faut sortir justement de fausses croyances, des choses qui nous empêchaient en fait d'être en accord avec ce qu'on pensait profondément, puisque maintenant, c'est prouvé scientifiquement. Donc pour moi, ça a été quelque chose d'extraordinairement important, parce que, en fait, moi-même, je ne m'accordais pas toujours avec ce que je pensais profondément, et j'ai dit beaucoup de bêtises au XXe siècle aux parents. Beaucoup. C'est-à-dire que je me suis rendu compte, en lisant ces recherches scientifiques, que tous les chercheurs du monde entier qui travaillent sur cette question étaient tous d'accord pour dire des choses extrêmement importantes, et en fait très simples. Qu'il fallait arrêter d'humilier verbalement et physiquement les enfants, et qu'il fallait les comprendre et avoir de l'empathie pour eux. En fait, ce que je dis dans mes livres, vous voyez, je vous le dis en une phrase, oui. C'est extraordinairement simple. Mais comme depuis des millénaires, et ça c'est extrêmement troublant, tous les adultes en contact avec les enfants ont eu l'habitude, sauf cas exceptionnel, d'humilier les enfants verbalement et physiquement les enfants, quelles que soient les cultures et quelles que soient les religions. Donc, ce que nous invitent ces recherches, en me disant mais maintenant on sait absolument ce que ça fait sur les enfants, eh bien pour moi c'est une véritable révolution éducative. C'est quelque chose d'extraordinaire qui engage le monde entier. Donc ce n'est pas simple. Et les éducateurs, les parents ne vont pas changer d'un coup de baguette magique, du tout. Et il va falloir réellement accompagner tous les adultes dans cette transformation extraordinairement profonde pour se débarrasser de fausses croyances. Parce que, en fait, qu'est-ce que c'est que ces fausses croyances ? C'est de croire que l'enfant est un animal sauvage qu'il faut dresser, et en fait, l'éducation a été un véritable dressage. Je vais peut-être vous choquer en disant ça. Mais pas du tout. Et il va falloir sortir
du dressage et considérer les enfants vraiment avec le plus d'humanité possible. Et peut-être aussi se dire que nous n'avons pas la science infuse et nous ne sommes pas, nous ne savons pas tout en fait. Parce que parfois en tant qu'enseignant ou en tant que parent, on a l'impression qu'on maîtrise tout, on contrôle tout, et que avec les enfants justement c'est aussi lâcher un petit peu, comme vous le dites, les croyances, nos représentations, aller vers eux et puis les faire grandir, mais aussi leur faire confiance dans leur manière de les accompagner. Absolument. Mais là, je reviens sur ce que je vous ai dit au début. La relation la plus forte, on le sait, entre les êtres humains, c'est le tête-à-tête. Et moi, dans mes consultations, quand j'avais un enseignant ou un parent, et que je lui disais, mais vous, profondément, qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait avoir comme attitude avec les enfants? Il savait très très bien, mais il ne le faisait pas. Vous voyez, c'est ça en fait qu'il faut remettre les êtres humains vraiment en leur redemandant, mais pour vous, qu'est-ce que vous attendez dans une relation, vous? Et par exemple, vous, avec votre conjoint, avec votre supérieur, avec vos amis, mais on sait très très bien tous ce qu'on veut. Donc se mettre à la place des enfants. Donc vous voyez que pour moi, ce n'est pas si difficile de comprendre ça. Après, comme nos habitudes sont très très ancrées, il faut une véritable formation des professionnels de l'enfance. Alors une formation, une volonté de faire cette bascule. Oui, absolument. Parce qu'en fait, ça se joue à ce niveau-là aussi. C'est-à-dire parfois, on peut très bien on peut le savoir, on va dire, intérieurement, comme vous dites, intuitivement. Mais la bascule ne se fera pas. Complètement. Donc pour moi, c'est un vrai travail de formation de tous les professionnels de l'enfance en France. Et ils sont très nombreux. Donc pour moi, les enseignants sont en première ligne. Pour moi, ils sont extraordinairement importants puisqu'ils ont les enfants maintenant de 2 ans. Très vite, en petite section, bien sûr. Et jusqu'à la terminale. Donc pour moi, les enseignants ont un rôle absolument capital. Et je rêve que les enseignants aient vraiment conscience qu'ils peuvent faire une véritable coéducation. Et pour moi, je rêve que dans tous les établissements, il y ait 1 ou 2 enseignants qui aiment les parents, parce qu'il faut aimer les parents et ne pas en avoir peur, parce que c'est ça la problématique, et qui se forment à l'accompagnement des parents. Et que les établissements soient un lieu où justement on accompagne les parents. Parce que vous voyez, vous avez dit que je suis responsable d'un DU à Sorbonne Université pour mes collègues pédiatres et médecins généralistes, parce que nous ne sommes absolument pas formés à l'accompagnement des parents, ce qui est fondamental. Et ça, autant je vous ai dit qu'intuitivement on savait ce qu'il fallait faire, mais accompagner les parents, ce n'est pas simple du tout. Et ça s'apprend et ça se travaille. Pour pouvoir le faire, oui, c'est sûr qu'en termes d'accompagnement, nous on voit bien en formation initiale des enseignants, on ne l'aborde pas, puisqu'on va être sur de la didactique, de la pédagogie, ce qui est très bien aussi, puisqu'on est dans notre métier. Mais cette partie relationnelle, elle est fondamentale et on ne la travaille pas suffisamment. Voilà. Donc, et donc pour moi, la formation des professionnels de l'enfance devrait se baser sur des études scientifiques validées dans le monde entier. Parce qu'à l'heure actuelle, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on n'est pas seul du tout. La France, nous sommes un tout petit pays. Et je pense que la France est très très arrogante. Elle ne veut pas voir ce qui se passe dans le monde entier. Dans le monde entier, il y a des milliers de chercheurs qui se posent ces questions-là actuellement en disant « Mais comment faire pour que notre humanité aille mieux ? Comment faire pour que nos enfants se développent mieux ?» Et bien maintenant, on ne sait pas tout, bien entendu, mais on sait des choses fondamentales. Donc, il faudrait que tous les professionnels de l'enfance connaissent les neurosciences affectives et sociales, connaissent la théorie de l'attachement de Bowlby, connaissent ce que font les compétences sociales, émotionnelles ou psychosociales, ce que font les violences éducatives ordinaires sur le cerveau des enfants, ce que fait la pratique de l'attention sur le développement des enfants aussi. Donc vous voyez, il y a des choses validées scientifiquement très importantes. Il y a aussi, j'ai oublié, la psychologie positive. Donc on a plein de connaissances du XXIe siècle
fondamentales à connaître. Et pour moi, c'est indispensable, indispensable. Donc vous voyez que en fait, c'est passionnant. Ah mais Et moi, je vous entends bien. et moi, quand j'ai appris tout ça, j'ai été émerveillée et bouleversée. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, parce que moi je ne connaissais pas du tout ça, et que j'ai vu que mes collègues ne connaissaient pas du tout ça. Mais je peux vous assurer que pour moi, notre humanité progresse de façon extraordinaire grâce à ces recherches-là. Donc il ne faut pas s'en priver. Alors justement, nous avons débuté cet échange autour des recherches scientifiques, donc j'avance. Quelle distinction vous faites justement entre neurosciences cognitives, dont on entend beaucoup parler quand on est en formation, et neurosciences affectives et sociales? Alors je vais peut-être vous étonner, les neurosciences cognitives, c'est très vieux. Ça date de 1970. Donc vous voyez, neurosciences, ça veut dire quoi? Ça veut dire science du cerveau. Et les neurosciences cognitives, c'était comment le cerveau apprend. Comment il apprend à écrire, à compter, à calculer. Donc c'est très vieux. Et en fait, l'école était basée sur ces connaissances-là, sur les capacités cérébrales. Et au XXe siècle, on savait que le cerveau était dévolu aux fonctions intellectuelles, motrices et sensorielles. Donc intellectuelle, apprendre à lire, à écrire, à compter. Motrice, on va faire de la gym. Et sensorielle, eh bien, un peu de musique et un peu de dessin. Un peu d'art, quoi. Un peu d'art. Et puis, fin XXe siècle, et début XXIe siècle, on est en plein dedans, les neurosciences affectives et sociales sont apparues. Et c'est quoi? Ça a été une découverte mais extraordinaire, fondamentale, révolutionnaire. Les chercheurs se sont aperçus qu'une grande partie de notre cerveau est dévolue aux émotions et aux relations. On ne le savait pas du tout. Donc, c'est quelque chose de très important. On le sait tous que nos relations sont fondamentales pour notre développement et notre bien-être, et que nos émotions aussi. Mais avant, au XXe siècle, les émotions étaient considérées comme gênantes. Il ne fallait pas parler de ces émotions. Et quand on était en colère, il ne fallait surtout pas le dire. Quand on était triste, anxieux non plus. Ne rien exprimer. Ne rien exprimer. Donc c'est, encore une fois, c'est une véritable révolution, c'est un véritable changement. Et la grande majorité des adultes n'ont jamais appris à exprimer leurs émotions. Donc c'est pour ça que c'est un énorme travail et qu'il faut accompagner. Donc maintenant, il faut que les relations et les émotions soient considérées comme quelque chose dont il faut que ça soit une priorité dans toute relation avec les enfants et dans l'éducation et à l'école. Comme un genre de socle, on va dire. C'est un socle. Et c'est même avant les fonctions intellectuelles. Pourquoi? Puisqu'on sait que justement, c'est l'empathie qui est un travail sur les émotions qui va permettre le développement global du cerveau. Alors justement, en quoi l'apport des neurosciences affectives et sociales peut nous aider à modifier, on va dire, radicalement ou en profondeur la relation éducative? Alors, moi j'ai été scotchée quand j'ai sorti ces études-là et de voir que tous les chercheurs dans le monde entier sont tous d'accord pour dire qu'on sait ce qu'il faudrait pour les enfants pour qu'ils se développent bien. C'est quand même incroyable. Eh bien, il faudrait une relation empathique, chaleureuse et soutenante. Voilà. Chaleureux, c'est-à-dire un minimum d'affection pour les enfants quand même. Soutenante, c'est-à-dire qu'au lieu de leur dire « t'es nul, t'es pas bon, c'est pas bien ce que tu fais, tu écris mal », leur dire « bah oui, je vois là que t'as des difficultés, eh bien moi je vais t'aider, puis je te fais confiance, tu peux progresser ». Donc le soutien est fondamental. Et puis l'empathie, c'est le travail sur les émotions. Alors, moi je peux vous donner la définition que j'aime, parce qu'il y a des centaines de définitions de l'empathie. Moi je prends celle de Jean de Séty, qui est un chercheur français qui travaille à Chicago depuis très longtemps, et qui nous dit que pour lui il y a 3 facettes de l'empathie. Il y a l'empathie affective, qui est de sentir et partager, sentir aussi bien ses propres émotions que les émotions d'autrui. Et quand on est professionnel, sans être dans la confusion entre soi et autrui. Ça, c'est extrêmement important. Et même nous, médecins, on nous a jamais dit ça. Mais si on ne le faisait pas, eh bien, on ne pourrait plus aider nos patients. Puisque quand on est médecin, on voit des gens qui souffrent en permanence. Eh bien, quand on est professionnel, il ne faut pas porter la souffrance des autres sur nos épaules.
C'est-à-dire qu'on la comprend, on la sent, mais on ne la porte pas sur nous. C'est-à-dire que quand on a un enfant ou un parent, quand on est enseignant, qui est en détresse, eh bien, on sent cette détresse, on la comprend, mais on ne la porte pas sur nous. Sinon, on tombe tous les deux dans un puits et on ne peut plus aider. Donc ça, c'est très important. Et ça s'apprend aussi, ça. Ça s'apprend. Et par contre, quand on est parent, eh bien, ou quand on n'est pas professionnel, quand un être cher souffre, on souffre aussi. Bien sûr. Mais ça, c'est extrêmement, extrêmement important. Donc une distance à avoir. Pour moi, je ne parle jamais de distance. Intéressant. Jamais. Avec mes patients, je n'avais aucune distance avec eux. J'aimais mes patients. Je parle au passé parce que maintenant je travaille plus à l'hôpital, j'ai plus de consultation. J'aimais mes patients, même les parents maltraitants. Je les aimais, je n'avais pas de distance avec eux, du tout. Je sentais et comprenais leur souffrance, mais je ne prenais pas leur souffrance sur mes épaules. C'est tout à fait autre chose. Oui, c'était ça. Distance pour moi, c'était ça. C'est-à-dire de ne pas prendre sur nous la souffrance de l'autre, en tout cas. Être embarqué aussi. Oui, mais il faut faire très attention avec ce mot de distance, parce qu'il y a beaucoup de psys qui nous ont dit, au contraire, qu'il fallait mettre une distance entre soi et les patients. Donc non. Et je ne pense pas que les enseignants doivent avoir une distance affective avec les enfants et les parents. Non. Ils doivent sentir leurs émotions. Ils doivent les comprendre. Ne pas en avoir peur. Alors, la peur, ça c'est pire que tout. Non, il n'y a pas de distance. Merci pour cette précision, parce que c'est vrai que le mot distance arrive très souvent. C'est pour ça que je l'ai utilisé aussi. Mais complètement. Moi, je peux vous dire que moi qui suis âgée, quand j'étais jeune étudiante en médecine, le psychiatre qui nous enseignait nous disait « Vous devez mettre un mur entre vous et le patient. » Vous vous rendez compte d'où on vient? De très loin. De très loin. Et je pense que pour les enseignants, c'est pareil. C'est pareil. En fait, qu'est-ce qui nous permet de ne pas mettre des distances? De comprendre qu'on est tous pareils. Qu'on est tous traversés par les mêmes émotions, les mêmes besoins, et que qu'est-ce qui fait qu'une relation peut s'enclencher de façon positive? C'est de se comprendre mutuellement. Voilà, et que tout peut se dire. Pour moi, il n'y a aucun tabou dans une relation. Tout peut s'entendre, tout peut s'écouter, tout peut se comprendre. À partir du moment où on est dans le respect de l'autre et de soi. Complètement. Mais tout, vous voyez, tout peut se comprendre. On est capable de comprendre n'importe quel être humain. Donc non, pas de distance. Pas de distance. Alors, après l'empathie cognitive, c'est comprendre pourquoi on a telles émotions, nous, et comprendre pourquoi l'autre a telles émotions. Et ensuite, Jean de City dit qu'il y a une troisième facette à l'empathie, c'est la sollicitude empathique. C'est-à-dire qu'il nous amène à prendre soin du bien-être d'autrui. Et c'est pour cette troisième facette que je prends la définition de Jean de City. Pour cette sollicitude. Oui, parce que à quoi servirait de sentir la détresse d'un enfant, de comprendre pourquoi il est en détresse, si on n'a pas envie de lui apporter du bien-être? Si on ne peut pas agir derrière pour l'aider. Complètement. Alors après, il y a des questions de définition. Moi, je m'en fiche complètement des définitions, parce qu'il y en a qui disent que la sollicitude empathique, c'est de la sympathie ou pas. Je m'en fiche totalement. L'essentiel, c'est de comprendre ce qu'on va en faire et pourquoi on le vit, en fait. Absolument, absolument. Eh bien, il nous dit que quand on a cette empathie, c'est-à-dire sentir la détresse d'un enfant ou d'un parent, comprendre pourquoi il a cette détresse et avoir envie de lui apporter du bien-être par rapport à cette détresse, eh bien, le cerveau va se développer au maximum de ses possibilités. Donc l'empathie permet le développement global du cerveau intellectuel et affectif de l'enfant. Donc ça, c'est quelque chose d'extraordinaire de savoir ça. Donc le défi, c'est d'avoir de l'empathie pour les enfants et de savoir justement comment faire pour avoir cette empathie. Alors, on a parlé justement des émotions. Alors pour nous, elles apparaissent encore une fois comme un élément essentiel, un élément clé à intégrer pour vivre autrement la relation éducative, la relation à l'élève, c'est ce que vous venez de dire.
Est-ce que vous pouvez redéfinir ce qu'est une émotion, véritablement, et pourquoi elle a une place à part entière à l'école ou en classe? Alors les émotions, elles sont tout le temps. Hein. Donc elles sont fondamentales pour plein de raisons. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une émotion? Une émotion, c'est physiologique d'abord. On ne contrôle pas l'apparition de nos émotions. C'est-à-dire que c'est une manifestation, une sensation et une manifestation à un événement extérieur. Donc une émotion, il ne faut pas avoir de jugement moral dessus. Ce n'est ni bien ni mal. Elles sont juste agréables ou désagréables. Et par contre, qu'est-ce qu'il va falloir faire? D'abord, comprendre pourquoi on a ces émotions et savoir les gérer. C'est-à-dire y faire face pour pas qu'elles nous envahissent trop, parce que on peut être, si on est trop anxieux ou trop déprimé, on va pas être bien du tout, et pour pas qu'elles envahissent les autres aussi. C'est-à-dire que si on est en colère, il va falloir savoir gérer notre colère pour pas que ça envahisse l'autre. Si on est trop anxieux aussi, pareil. Donc vous voyez, il y a tout un travail extraordinairement important sur les émotions. Donc d'abord, comprendre que les réactions sont une manifestation involontaire. Et ne pas avoir de jugement moral dessus. Hein, c'est-à-dire que avoir des émotions désagréables, elles étaient considérées comme quelque chose qu'il ne fallait pas avoir. Hein. On ne doit pas se mettre en colère, on doit être fort et tout. Bon, et bien ça empêche justement le développement de la connaissance de soi. Et donc, pour moi, ça a empêché beaucoup d'êtres humains d'être conscients d'eux-mêmes. Donc c'était très inhibant. Donc on perdait une partie de soi en fait, sans s'exprimer. Totalement. Parce que ce travail sur les émotions, d'abord, permet la connaissance et la conscience de soi. C'est-à-dire que, par exemple, là, je suis anxieux. Alors, d'abord, accepter d'être anxieux, ce qui n'est pas du tout évident. Et pourquoi je suis anxieux? Quels sont les besoins très profonds chez moi qui ne sont pas satisfaits? Qu'est-ce que je pourrais faire? Alors là, je vais faire un petit aparté, faire la différence entre émotion et sentiment. Alors, j'ai des livres de 1000 pages dessus. Bon, là aussi, on s'en fiche un peu des définitions. Mais concrètement, moi, je vais vous donner ce que j'ai compris de ça. Ce sont tous les deux des ressentis. Sentiment, émotion, c'est du ressenti. Qu'est-ce qu'on ressent profondément? Le sentiment, ça serait l'arrière-fond. Par exemple, vous ou moi, en ce moment, est-ce qu'on a une période de notre vie affective, professionnelle, ça peut être politique aussi, comment on se sent par rapport à ça? Est-ce qu'on est plutôt serein ou plutôt anxieux ou plutôt triste de ce qui se passe pour nous et pour notre vie? Ça, c'est l'arrière-fond. Et puis sur cet arrière-fond, il y a les émotions qui changent en permanence, d'une minute à l'autre. C'est-à-dire que quand vous me posez des questions, j'ai tout le temps des émotions qui fluctuent. Quand la personne va écouter ce podcast, il va avoir plein d'émotions. Il peut être agacé, inquiet, content de ce que je dis, vous voyez. Eh bien, l'arrière-fond, les sentiments, et puis les émotions qui fluctuent en permanence sur cet arrière-fond. Est-ce que vous avez... C'est clair ce que je dis là? C'est parfait. C'est limpide parce que ça donne vraiment une idée de ce que l'on peut vivre au quotidien, vraiment tout le temps, et puis de se dire que si on ne les accueille pas, une fois encore, on se prive de notre humanité d'une certaine manière, et de l'humanité de l'autre. Totalement. Alors, quand on est joyeux, motivé, enthousiaste, ça veut dire que nos besoins très profonds sont satisfaits. Et donc on est en accord avec ce qu'on veut vivre profondément. Alors que si on est tout le temps anxieux, triste, en colère, ça veut dire que on ne vit pas comme on voudrait profondément. Donc vous voyez, comme c'est important de se rapprocher de nos valeurs profondes. Comme un signe en fait. C'est un message. C'est un message pour nous qui nous dit « Attention, prends soin de toi ». C'est extrêmement important. Donc de ce fait, en classe, c'est vraiment important si on veut connaître les élèves et les accompagner. Alors, moi je vais dire, c'est d'abord essentiel pour les enseignants. Une fois encore intéressant, comme les lectures, d'abord pour l'adulte. Mais pour moi, tout passe par l'adulte. Je ne parle pas des enfants qui ont des problèmes de santé ou des problèmes génétiques, parce qu'il y en a.
hein. Je parle du tout venant, c'est la grande majorité des enfants et des adultes. C'est d'abord aux adultes de se transformer, de développer leurs compétences sociales et émotionnelles. Et donc, dans un établissement, pour moi, l'idéal, c'est que tout l'établissement se forme. C'est-à-dire du directeur d'établissement au personnel administratif, au personnel de cantine, au personnel qui s'occupe de la cour de récréation, qui est un lieu extraordinairement important. Et vous voyez, je vous mets en dernier les enseignants. Bon, bref, c'est toute la communauté éducative qui doit se former et comprendre ça. Et donc, c'est aux enseignants de se former et à tout le personnel éducatif des écoles de se former. Alors, c'est trop facile hein, de dire mais c'est aux enfants. Non, c'est aux adultes. En fait, on est quand même présent avec eux, on les accompagne, mais c'est vrai qu'il faut aussi se connaître. Parce que quand on a 30 enfants avec nous, on a quand même 30 émotions. Oui. Donc c'est pas rien non plus de pouvoir accompagner 30 émotions et gérer la sienne. Ah, complètement. Et on sait quoi, parce que les études scientifiques, elles sont là, que quand les enseignants ont une formation pour développer leurs compétences sociales et émotionnelles, eux-mêmes vont mieux. Ils se sentent plus compétents, ils ont un sentiment d'accomplissement. C'est drôlement important. Pour vivre ce métier, oui. Ah mais c'est fondamental. Ensuite, eh bien, évidemment qu'ils savent être chaleureux et proches de leurs élèves. Et ensuite, ça prévient du burn-out. Le burn-out est très important chez les enseignants. C'est 30% des enseignants qui font des burn-out. Hein. Ça, c'est des études internationales. Et pourquoi ? Ben parce qu'ils ne sont pas formés à la relation. Mais c'est comme nous, médecins, nous ne sommes pas formés à la relation. Donc vous voyez le travail qu'il y a à faire. Et vraiment en profondeur. Absolument. Donc on sait que ça va faire du bien aux enseignants. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur de ce travail pour développer ses compétences sociales et émotionnelles. Au contraire, c'est quelque chose d'extraordinairement agréable qui fait du bien. Alors ça, c'est à entendre et je pense qu'on le répétera plus d'une fois. Hein. En fait, on commence par le bien-être aujourd'hui en disant prenez soin de vous et formez-vous parce que vous irez mieux aussi. Ah mais complètement. Et ça fait progresser. Hein. Et pour moi, la vie n'a de sens que si on progresse. On évolue, on grandit. Absolument. Et à tout âge, on peut développer ses compétences sociales et émotionnelles. Alors on y reviendra parce que je vous reposerai de petites questions après là-dessus. Alors là, je vais entrer un petit peu dans quelque chose d'assez peut-être douloureux parce que c'est difficile. Vous dites que la maltraitance émotionnelle a un impact sur l'apprentissage et le développement de l'enfant, donc sur le cerveau. En d'autres termes, avec les meilleures intentions éducatives et pédagogiques, nous pouvons générer du stress chez l'enfant et enclencher un processus de dévalorisation et d'inhibition. Alors qu'est-ce qu'une maltraitance émotionnelle ? Et le mot est fort, j'en conviens. Absolument. Alors, en travaillant ces questions-là, je me suis rendu compte que toute la communauté scientifique mondiale travaillait sur cette définition de maltraitance émotionnelle. Et moi, je ne la connaissais pas du tout. Et moi non plus auparavant. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est toute parole ou tout comportement qui dévalorise l'enfant, lui donne un sentiment d'humiliation et de honte. Tout ce qui le punit l'exclut et ne répond pas à ses besoins fondamentaux de protection, d'affection. Donc vous voyez, c'est énorme. Hein. Donc à chaque fois qu'on dit à un enfant « t'es nul, t'écris mal, t'écris comme un cochon » ou « je te punis », eh bien c'est une maltraitance émotionnelle. Et il y a une jeune Hollandaise, chercheuse, qui s'appelle Anne-Laura van Armelen. Elle devrait pour moi avoir le prix Nobel. Elle a fait des études scientifiques très importantes en montrant que la maltraitance émotionnelle va agir négativement sur ce qu'on appelle le cortex orbitofrontal, qui est une toute petite partie du cerveau derrière nos orbites et qui est la partie la plus précieuse de l'être humain. Ce cortex orbitofrontal, il permet 4 capacités. D'abord d'aimer. Alors vous imaginez, aimer pour un être humain, c'est ce qui... c'est le cœur de notre vie. Quoi. C'est le cœur de notre vie qui nous permet d'aimer et donc d'avoir de l'empathie, parce que c'est très très proche. Ensuite, qui nous permet de réguler nos émotions, fondamentales, de savoir faire des choix, fondamentaux, et d'avoir un sens éthique et moral. Donc vous vous rendez compte que c'est la partie la plus précieuse de l'être humain. Eh bien, elle nous dit que quand on humilie un enfant, quand on le punit,
Parce que beaucoup de gens me disent « Ah oui, alors vous êtes contre les punitions, mais quand on sait ça, on ne peut plus faire autrement. » Eh bien, quand on humilie les enfants, qu'on les punit, vous vous rendez compte qu'ils ne savent plus bien ce que c'est qu'aimer, être empathique, ils ne savent plus réguler leurs émotions, ils ne savent plus avoir un sens éthique et moral, et ils ne savent plus faire des choix. Donc vous voyez que le travail est immense. Et je sais que quand on est enseignant, ce n'est pas du tout facile de sortir d'habitudes ancestrales. Parce qu'il faut reconnaître que dans toutes les écoles du monde entier, les enfants ont toujours été humiliés verbalement et physiquement. Nous, il y a encore quelques années, au XXe siècle, il y avait encore des punitions corporelles à l'école. Donc ce n'est pas rien de sortir d'habitudes ancestrales. Et c'est pour ça qu'il faut un vrai accompagnement. Alors justement, là, quand je vous écoute, si je suis enseignant, je ne peux que m'interroger sur ma pratique professionnelle et comment je peux être à la fois centrée sur les attendus des programmes, les apprentissages à mener, les nouvelles compétences à développer, sans perdre la qualité de la relation. Comment je peux articuler les deux ? Alors, d'abord, je voudrais vous dire qu'il ne faut surtout pas se culpabiliser. Merci. Parce que je pense que là, ça va être difficile à entendre. Oui, il ne faut surtout pas se culpabiliser. Pourquoi ? Moi, j'ai commencé par vous dire que j'avais dit beaucoup de bêtises aux parents et qu'ensuite, je me suis excusée auprès d'eux quand j'ai su ça. C'est-à-dire qu'on ne savait pas. Donc, même si je vous dis intuitivement, on savait, on était débordés par toutes les habitudes ancestrales. Voilà. Donc, on ne savait pas. Donc, il n'y a absolument pas à se culpabiliser. Et à se dire que c'est collectivement, en s'entraidant tous ensemble, en se formant tous ensemble, que le monde entier va commencer à sortir de ces habitudes très délétères vis-à-vis des enfants. Et qui ont des conséquences, mais terrifiantes. C'est-à-dire que la majorité des problèmes de violence dans notre monde entier, il est dû aux maltraitances des enfants. Donc c'est fondamental, puisqu'on sait maintenant qu'un enfant élevé avec empathie ne sera jamais violent. Et en plus, la violence faite aux enfants donne énormément de troubles du comportement, voire des troubles psychiatriques. La plupart des maladies psychiatriques sont dues en grande partie aux maltraitances de l'enfance. Vous voyez, on se plaint beaucoup des addictions aux drogues, à l'alcool, à la délinquance. Tout ça, c'est dû aux maltraitances dans l'enfance. Donc vous vous rendez compte qu'on a des pistes pour que notre humanité aille mieux, pour qu'il y ait vraiment un changement fondamental. Et on le voit dans les pays nordiques. La Suède, ça fait 42 ans qu'elle a une loi contre les humiliations verbales et physiques. Il a fallu une génération pour modifier ça. Les pays scandinaves sont devenus des pays très pacifiques. Très doux d'une certaine manière. Très doux. Et par contre, ils ont beaucoup de difficultés. Il faut qu'ils accompagnent énormément tous les immigrés qui viennent de pays encore très violents. D'autres cultures. Et il faut le regarder en face. Oui. Eh bien, il va falloir justement accompagner, parce que nous, on est entre les deux. Mais il y a encore beaucoup de pays du Maghreb, pays africains, certains pays asiatiques, où la violence est permanente. Et éducative, je dirais. Elle est éducative. Et je n'en veux pas du tout à ces peuples-là ou à ces parents-là, parce qu'ils le font en croyant bien faire. Moi qui me suis beaucoup occupée de parents maltraitants, sauf cas exceptionnels, bien entendu, ces parents-là pensaient en toute bonne foi qu'ils faisaient bien. Pour leur enfant. Ouais. Alors justement, la relation avec l'élève ne va pas de soi, écrivez-vous, elle se travaille et s'apprend. Alors, comme ce n'est pas inné, puisqu'on est vraiment dans des croyances et dans des conditionnements qu'on porte depuis des années, voire plus que ça, diriez-vous que c'est un nouveau geste professionnel à intégrer à sa pratique, une nouvelle posture de ce fait à développer pour un enseignant, ou plus radicalement, un paradigme à changer ou à réécrire ? Pour moi, c'est un changement en profondeur. Moi, je vais vous dire, moi qui avais déjà une formation de thérapeute en apto, quand j'ai découvert la communication non violente, donc le développement des compétences sociales et émotionnelles, eh bien, il y a eu un changement profond dans ma vie personnelle et professionnelle. Par contre,
ce n'est pas en faisant en un stage que j'ai pu changer profondément. Il m'a fallu au moins 2 ou 3 ans pour vraiment comprendre et avoir un changement profond en moi. Et puis avec des piqûres de rappel régulièrement, et en me disant sans culpabilité que eh bien, ça sera jusqu'à la fin de ma vie que je peux progresser et que je ferai encore régulièrement des erreurs et que je me tromperai régulièrement. Donc il faut intégrer et accepter tout ça. Par contre, si on ne travaille pas ça, et avec d'autres, parce que ça ne se fait pas tout seul, eh bien c'est en cheminant avec d'autres qu'on peut progresser. Mais c'est un vrai travail. Mais c'est un travail, un processus en fait. On est dans quelque chose de très lent et qui s'intègre, qui s'approprie. Absolument, absolument. Et ce n'est pas en lisant un livre ou en faisant un stage qu'on sait. Non, non, non. C'est en travaillant régulièrement dans des groupes. Et je dirais même que même en faisant un stage, on comprend qu'on ne sait rien du tout. Mais absolument. Et que ça va commencer. Oui, tout à fait. C'est plutôt dans cette dynamique. Et moi, j'aimerais que les enseignants se disent que faire des erreurs n'est pas grave. Et qu'on fait tous des erreurs tout le temps, surtout dans le domaine éducatif. Et reconnaître ses erreurs, dire à l'élève, ben là je t'ai dit un mot que j'aurais pas dû te dire, excuse-moi. Et dans ce cas-là, bien les enfants nous imitent. Au lieu de cacher leurs faiblesses ou leurs erreurs et de mentir justement à leurs parents ou à leurs enseignants, il n'y a plus lieu de mentir, le mensonge n'existerait plus. Donc pour moi, faire des erreurs, il faut l'intégrer. Hein. Je pense que pour un enseignant, ce que je dis là n'est pas simple. Hein. Oh non. Voilà. Mais pour moi, c'est fondamental, fondamental, fondamental. De dire, oui, ben là, je me suis trompée, excuse-moi, je le regrette. Là, j'étais énervée, il va falloir que moi, je me calme. C'est-à-dire prendre la responsabilité de ses ressentis. Oui, le gros mot, là, c'est responsabilité, en fait. Oui. Et puis, accepter ses erreurs et ses faiblesses. C'est-à-dire que, dans ce cas-là, l'enfant, l'adolescent va comprendre que toute sa vie, on a progressé, qu'on apprend de ses erreurs, et que quand on est un enfant, un adolescent, on est encore très, très, très immature, on a plein de choses à apprendre, et que l'enseignant comprend que c'est normal qu'il fasse des erreurs, mais que nous aussi, on fait des erreurs. Et qu'ils ne sont pas tout seuls, et qu'en même temps, je pense que ça peut libérer aussi à ce niveau-là. Ah, mais totalement. Plus, moi, je peux vous dire que moi, ça m'a allégée totalement. Totalement. Et que ce n'est pas grave de faire des erreurs, on en fait tout le temps. Mais de les reconnaître et puis d'avancer. Oui, absolument. Et sans, encore une fois, culpabilité. Oui. C'est-à-dire accepter qu'on soit des humains. Oui, en fait, je pense que c'est ça, peut-être accueillir déjà notre humanité à ce niveau-là. Mais complètement. C'est-à-dire nous accepter avec nos lumières et nos faiblesses. Avec nos parts d'ombre, avec tout ce qu'on est en fait. Mais complètement. Et te dire que les bouts de chou qu'on a en face de nous, ou les parents, ou les ados, ou les plus grands, en fait, on a la même réalité de vie. Mais complètement. Et comme les enfants nous imitent, eh ben c'est extrêmement important qu'ils aient des enseignants réellement humains. Et ça peut faire du bien de se dire c'est possible, et en effet sortons de la culpabilité. Parce que mais complètement. Et pour moi, la culpabilité, c'est terrifiant. Et puis elle n'apportera rien de toute manière. Elle bloque. Encore plus, quoi. Oui, comme la peur en fait. Complètement. On est vraiment lié à ça. Complètement. Alors, docteur Gavir, j'entends déjà les remarques ou critiques qui pourraient vous être adressées, parce qu'on écoute trop les enfants, on continue à en faire des enfants rois, Dolto fait son grand retour, ou bien les émotions, encore un effet de mode. Que répondre à ces résistances ? Oui. Alors, qu'il y ait des résistances à quelque chose de nouveau, c'est normal, et les émotions font peur. Donc, pour moi, c'est tout à fait normal. Donc, ce n'est pas une mode, c'est quelque chose, c'est pas du tout du bisounours, c'est de la science pure et dure. Puisque ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'empathie, c'est le travail sur les émotions. Et que maintenant, on a des études scientifiques, dont je ne vous ai pas encore parlé, qui nous montrent que quand les enfants développent leurs compétences sociales et émotionnelles, ils vont mieux sur tous les plans. Personnel, c'est quand même pas mal. Relationnel, ils savent avoir des relations satisfaisantes, il n'y a plus de harcèlement. En France, on se pose tout le temps la question, moi j'hallucine, hein, comment faire pour sortir du harcèlement ? Eh bien, quand on développe les compétences sociales et émotionnelles chez les enfants, il n'y a plus de harcèlement. C'est-à-dire qu'ils se comprennent et ils comprennent les autres.
Et ensuite, eh bien, ils réussissent à l'école. Eh bien, quand on a compris que l'empathie permettait le développement global du cerveau, aussi bien intellectuel que affectif, eh bien, on voit que les compétences sociales et émotionnelles permettent la réussite scolaire. Et les études montrent qu'il y a eu plusieurs études, même avec des enfants qui viennent de quartiers extrêmement pauvres, extrêmement défavorisés. Donc il n'y a pas du tout de fatalité. Même ces enfants issus de quartiers très très pauvres, eh bien, quand on développe les compétences sociales et émotionnelles, et plus on le fait tôt, c'est-à-dire tout petit, dès la maternelle. voilà, eh bien, toutes ces compétences se développent et restent, c'est-à-dire pendant des années et des années. Donc vous voyez qu'il faut développer les émotions, comment faire pour avoir des relations satisfaisantes, et dans ce cas-là, eh bien, tout le monde progresse et tout le monde va mieux. Donc, pour moi, c'est extraordinaire et ça devrait enthousiasmer tous les adultes en charge d'enfants de dire qu'on a des pistes à l'heure actuelle. Et moi, ce que je souhaiterais, c'est que les grandes instances comprennent qu'il ne faut pas passer son temps à refaire des études. Les études, elles sont là. Elles existent. Il faut maintenant mettre de l'argent dans la formation des professionnels de l'enfance et des enseignants. Et puis aider aussi les parents, bien sûr, parce qu'on est en plein dans le... Pour moi, c'est aux professionnels de l'enfance d'accompagner les parents. Le mouvement, il se fait dans ce sens. Ah, mais pour moi, ça serait aux professionnels de l'enfance, et il y en a de très nombreux, qui ait une vraie formation. Et une vraie formation, je vous ai dit, ça ne se fait pas comme ça en un claquement de doigts, avec une baguette magique. Hein. Et ensuite, qui sachent accompagner les parents. Parce que c'est très subtil d'accompagner les parents. Si on est justement dans de la relation, on est dans une... j'allais dire, on épouse le mouvement, on épouse aussi l'émotion de l'autre. Donc il faut en effet être très attentif aussi, ça demande aussi du temps. Tout à fait. Et pour moi, un enseignant qui a développé ses compétences sociales et émotionnelles, il n'a plus peur des parents. Et ils comprennent les émotions des parents et de quoi ils ont besoin, donc ils n'ont plus peur. Donc déjà là, on peut travailler non seulement au niveau de la parentalité à ce niveau-là, et de ce fait, on aidant les parents, on aidera les enfants aussi. Mais complètement. Donc tout ça ne se fait pas ricocher, mais il faut amorcer. Quoi. Totalement. Alors, pour terminer cette première partie, qu'est-ce qui vous a fait entrer justement dans cette dynamique d'écriture, dans cet élan de partage, d'aide, d'accompagnement des parents, des enseignants, des éducateurs? Quelle a été la rencontre ou l'événement qui vous a poussé à vous lancer et à contribuer, vraiment? Alors, il y a eu plein de choses dans ma vie, mais je vais vous dire la principale chose, ça a été que pendant des années, j'ai enseigné l'autonomie à des psychiatres, psychologues, médecins, puéricultrices, sages-femmes, etc. Et que cet enseignement, c'était sur l'affectivité. Et au XXe siècle, eh bien, quand je cherchais sur Internet, il y avait très peu de choses. Et puis, fin XXe siècle, il y a eu d'abord Damasio, qui a été le premier à décrire le circuit cérébral des émotions et à comprendre réellement à quoi servaient les émotions. Il y avait eu déjà des philosophes, Spinoza entre autres, qui avaient compris ça, mais il n'avait pas été écouté, enfin bref. Et puis, donc je voulais leur enseigner, être au top de mon enseignement. Donc, fin XXe siècle, il y a eu Damasio, mais Damasio n'est pas facile à lire. Hein. Et puis, ensuite, début XXIe siècle, il y a eu plein d'études qui sont sorties. Et là, moi, j'ai été émerveillée, bouleversée, comme je vous l'ai déjà dit. Et donc, j'ai commencé à travailler mon enseignement par rapport à toutes ces recherches. Et j'ai vu que mes collègues, ils ne connaissaient pas plus que moi. Et après, je me suis dit, il faut peut-être que j'écrive ça. Bon. Ensuite, moi, je ne suis pas du tout du monde de l'édition. Et je suis allée voir des grands éditeurs qui m'ont dit, mais c'est invendable ce que vous écrivez. Ça n'intéressera personne. Bon. Bon, donc mon manuscrit, il était dans un tiroir. Et puis un jour, c'est une patiente. Bon, les patients, quand ils viennent nous voir, on ne les connaît pas la première fois. Et puis je commence ma consultation et elle me dit, vous savez, moi je suis éditrice, ce que vous me dites, ça m'intéresse beaucoup, vous devriez écrire. Alors j'ai dit, j'ai écrit. Et puis elle me dit, envoyez-moi votre manuscrit.
Et puis c'est grâce à une rencontre que, voilà, sinon j'aurais jamais écrit ce livre. Voilà, donc la vie c'est fait de rencontres. De rencontres. Ouais. Et puis de cette envie de, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de faire évoluer les choses, d'accompagner, de faire grandir et de faire que les gens se sentent mieux et bien, y compris les petits bouts de chou dès le début, quoi. Tout à fait. Et les parents avec. Tout à fait. Merci pour cet échange. Vraiment dans l'idée de s'arrêter, prendre du temps pour soi, prendre le temps de se poser. Donc là, je vais vous poser 2 questions plus personnelles. À quel moment donc de votre parcours vous avez pris conscience qu'il était essentiel ou indispensable de prendre soin de vous aussi? J'ai toujours su ça. Alors ça s'apprend. Comment faites-vous? Non, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la vie, je suis très curieuse et j'ai toujours eu du plaisir à vivre, donc non, ça fait partie de moi. Ah oui. Comment vous dire, j'ai toujours aimé ce qui est joyeux, j'ai toujours aimé danser, chanter, faire de la musique, avoir des amis, me promener, voir des belles choses. Non, j'ai une ouverture sur la vie, quoi. Ah oui. Non, j'ai jamais eu besoin, moi, qu'on me dise qu'il fallait prendre soin de moi. J'ai toujours su. Mais écoutez, on va apprendre de vous. Alors, de ce fait, aujourd'hui, comment vous prenez soin de vous? Là, actuellement, comment vous continuez à prendre soin de vous? Parce que si ça fait déjà partie de votre ADN. Alors là, c'est une bonne question, parce que je m'étais dit qu'à ma retraite, je ferais toutes les choses que j'avais pas beaucoup de temps à faire, et comme j'aime plein de choses, j'aime rencontrer les gens. Pour moi, un des plus grands bonheurs, c'est les rencontres. C'est aussi découvrir des choses que je connais pas. J'adore découvrir des choses que je connais pas. J'adore la musique. Je m'étais dit que je me remettrais au piano et tout. Bon, j'ai beaucoup moins de temps, mais je me trouve un destin incroyable, parce que je m'attendais pas du tout. Moi, je suis âgée et je m'attendais pas du tout à ce qui m'arrive. Et donc, je me dis que j'ai une grande chance, puisque avant, même dans mon hôpital, presque personne m'écoutait. Je peux vous assurer. Voilà. Donc, je me dis que j'ai une grande chance dans ma vie. Qu'on puisse m'écouter, que je puisse participer un tout petit peu à des changements profonds. Et pour moi, je le vis comme du bonheur. Et comme un cadeau, en fait. Ah, comme un cadeau. Et pour moi, par exemple, le DU que j'ai pu créer pour mes collègues, mais pour moi, par exemple, la semaine dernière, c'était la 3e promotion, mais pour moi, c'est une joie immense. Donc ça me donne du bonheur. Alors, pour conclure, j'ai envie de dire un immense merci, voilà, pour votre témoignage de terrain, votre expertise de pédiatre et votre expérience de femme et de mère, parce qu'on sent bien que tout s'est enrichi au fur et à mesure. Un changement de posture qui souligne que la plasticité du cerveau est à la portée de tous. Le cerveau de l'enfant est malléable et le nôtre aussi. Quel que soit notre métier, il n'y a pas d'âge pour changer de regard et lâcher nos représentations. Osons amorcer cette révolution éducative. Alors notre rubrique pour aller plus loin vous permettra, si vous le souhaitez, de poursuivre la réflexion. Bibliographie et liens vers des sites et des vidéos seront à votre disposition sous le podcast. Merci encore et à très bientôt. Merci.